La finance verte, c'est simplement une finance qui est mise au service d'une économie plus durable, en transition énergétique, mais aussi inclusive. Alors quand les banques se mobilisent autant lors d'une COP pour mobiliser des fonds autour d'une finance verte, c'est à la fois extrêmement rassurant de voir que le secteur se mobilise et ensuite la question de savoir où va cet argent. Et donc, quels en sont les éléments? Je pense que ça a été engagé sur un certain nombre de volontés de vraiment décarboner des lignes, de véritablement faire de l'engagement auprès des sociétés dans lesquelles les acteurs investissent, auprès d'acteurs sous gestion, enfin des actifs sous gestion. Les limites, c'est qu'on peine encore aujourd'hui à en voir véritablement les impacts concrets. Est-ce que la courbe du GIEC a évolué à la suite de cette mobilisation? Alors je pense que les enseignements qu'il faut en tirer sont les suivants. Le premier, c'est qu'on se rend compte qu'on a besoin d'une infime minorité quand même de trillions à shifter au service d'une économie et d'une finance plus verte. Donc en fait, c'est très bien qu'il y ait cette mobilisation. Ce n'est pas suffisant, il faut qu'elle continue à s'amplifier. Mais en même temps, ce n'est pas le volume qui compte, quelque part. Maintenant, aujourd'hui, et c'est mon deuxième point, c'est la qualité qui est la plus importante. Qu'est-ce qu'on fait qualitativement de cet argent? Et qualitativement, cet argent, il doit être mobilisé de manière très concrète sur des véhicules et des produits financiers lisibles, simples, où on voit très directement et très concrètement comment de l'argent est investi, avec quels impacts, quels indicateurs qui permettent de voir entre un point A et un point B, comment avec cet argent-là, on contribue à une économie qui est décarbonée, qui est plus durable. Donc c'est ça ce qu'il faut faire. Et les limites, aujourd'hui, pour arriver à ça, dans cet environnement de finance, on en a au moins trois. La première, c'est que le cadre réglementaire n'est pas assez précis et permet ou donne une trop grande latitude d'interprétation auprès des acteurs financiers, à savoir ce que c'est que du green et pas du green. Donc ça, il y a un besoin de clarification réglementaire plus important. La deuxième question, c'est la question de la compétence. On a besoin d'acteurs plus compétents, plus équipés, qui comprennent bien ce qu'on met derrière ces questions de finance verte. Alors ça veut dire qu'il faut avoir la vision macro, mais surtout, ça veut dire qu'il faut comprendre, il faut lire en fait des outils d'économie concrète et de voir comment on factorise dedans en fait les questions de finance verte, le carbone, l'environnement, l'ESG. Donc ça, il y a un déficit de compétences. Et enfin, il y a un dernier enjeu, c'est qu'il y a une insuffisance d'espace dans lesquels investir. Moi, je le vois, et c'est dommageable et c'est très frustrant aujourd'hui. Vous avez plein de capital qu'on veut mobiliser et on ne trouve pas, on peine à trouver où mobiliser concrètement ce capital. Ce qui pose d'autres questions aussi au-delà des acteurs de la finance, qui sont les acteurs du reste de la société. Et comment on articule, je dirais, finance et puis récipiendaire. Et donc là, ça repose un peu les mêmes questions sur la clarification réglementaire de comment obliger les récipiendaires à devoir mobiliser des investissements plus verts, leurs compétences, et mieux créer l'association entre l'offre et la demande. Et donc on a des acteurs qui ne se trouvent pas. Vous pouvez prendre un exemple très concret aujourd'hui, c'est la lenteur à laquelle on est capable de rénover, par exemple, de faire de la sobriété énergétique. Ça veut dire que d'un côté, vous avez des acteurs qui gèrent ne serait-ce que des offices HLM, des logements, des parcs de logements et qui ne trouvent pas les financements dont on a besoin. De l'autre côté, vous avez des acteurs qui vont faire de la transition énergétique et qui n'arrivent pas à mobiliser de l'argent. On a un problème d'adéquation, d'offre de demande et de compétences. Pour les étudiants qui vont entrer dans la vie professionnelle, allier performance financière et performance ESG, pour moi, ça veut dire trois choses. La première, il faut revenir aux basiques. Il faut comprendre comment fonctionne la finance. Et il y a des outils financiers, des réflexes, une capacité à prendre des décisions, à lire des chiffres. Il faut connaître ça, il faut comprendre ça, il faut travailler ça. C'est la base. La deuxième chose, c'est qu'il faut comprendre aussi comment les méthodologies ESG essayent de factoriser de la donnée extra-financière et du coup, comment de plus en plus, et depuis 20 ans en fait, on a toute une gamme d'outils, de produits qui fonctionnent avec plus ou moins de succès d'ailleurs, et comment ces produits marchent. C'est la deuxième chose qu'il faut faire. Donc c'est 1, comprendre la finance, 2, comprendre le ESG, mais 3, surtout à la limite, je pense que c'est le plus intéressant pour faire évoluer cette pratique-là, comment avoir une attitude entrepreneuriale, créative, pour pouvoir questionner
défier les outils et les produits existants, et puis être force de proposition. Je pense que c'est ce qu'on attend de plus en plus de nouveaux managers qui vont entrer en position aujourd'hui. Au final, c'est d'être capable de challenger, mais intelligemment, donc en étant constructif parce qu'on sait déjà ce qu'on a, et puis en étant créatif, en voyant comment bâtir sur ce que d'autres ont déjà essayé de faire, on va essayer de bâtir comme outil. Et donc, qu'est-ce que ça demande? Ça demande finalement une attitude de curiosité, ça demande une posture d'écoute. Avant de s'exprimer, avant de critiquer, c'est quand même bien d'écouter parce que, à l'évidence, ce qui a été fait jusqu'à présent est insuffisant, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui n'ont pas réfléchi. Donc écouter pour être d'autant plus crédible, pour ensuite pouvoir être force de proposition. À partir du moment où on est en situation, voilà, on a cette posture-là et qu'en plus j'y ajouterai une posture peut-être d'entrepreneuriat, mais dans le sens essayer de se dire, bon, j'ai une équation, j'essaye de rajouter, de résoudre une variable supplémentaire. Il y a des boulevards aujourd'hui qui s'ouvrent. Parce que la finance, au final, est un univers qui, à la fois, est sous pression de devoir changer, sous pression réglementaire, sous pression d'une économie qui évolue. Donc, quand l'économie évolue, la finance évolue. Donc, c'est la première chose. Deuxièmement, la finance, c'est aussi un milieu qui est sous pression et en même temps, on voit bien que tous ces enjeux-là de transition créent de nouvelles opportunités autour de questions de la monétisation qu'on peut donner autour de la décarbonation, autour d'outils financiers relativement sophistiqués, par exemple rien que public-privé, du blended finance, des bonds, enfin il y a toutes sortes de mécanismes qui peuvent inciter en fait les acteurs financiers à prendre des risques, à faire les transitions et de rémunérer pour la prise de risque. Ce sont des exemples sur lesquels aujourd'hui on est vraiment sur des terrains, je ne dirais pas qu'ils sont vierges, mais on est vraiment au préliminaire. Donc entre ce qu'on sait faire aujourd'hui, la manière dont on va avoir des outils dans 10-20 ans, on va avoir plus de liquidité, plus de motivation, plus de pression, mais dans le bon sens du terme, plus de demande. Et donc c'est un chantier vraiment intéressant, je pense, pour des nouveaux professionnels.